Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux et motivés pour ce superbe meet-up Ethereum France numéro 7, les amis d'Ethereum France numéro 7, dédié ce soir au gaming. Je m'appelle Jérôme Autichet. Je suis très content d'être avec là ce soir chez vous, puisqu'on est chez nous, chez Comet. Je suis le fondateur et CEO de Comet, qui est un studio de jeux vidéo blockchain. Et j'ai une autre casquette qui est celle de président d'Ethereum France. Donc c'est un peu particulier pour moi, c'est la première fois que je reçois un truc d'Ethereum France chez Comet. Donc c'est un peu assez chouette, quoi. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux @j2tichet et je vais vous parler un petit peu de pas mal de ce qu'on fait chez Comet, puisque ça fait partie du thème de la soirée, mais aussi de ce que fait Ethereum France. Et j'en profite tout de suite pour vous dire qu'Ethereum France, c'est une association absolument géniale qui host une conférence qui s'appelle ETHCC. Si vous n'avez pas entendu parler d'ETHCC, je ne sais pas ce que vous faites ces derniers temps. Côté Comet, on aura un booth à ETHCC, donc on aura un petit stand où vous pourrez récupérer des goodies ou discuter avec l'équipe ou essayer le jeu. Mais on aura aussi un bateau pas très loin de la conférence où vous pourrez aller regarder les talks sur le bateau, vous pourrez prendre un café, vous détendre. Et il y a beaucoup d'événements qui sont organisés autour de ETHCC, et notamment des événements qui sont organisés au niveau du booth. Et du bateau. Donc si vous souhaitez vous renseigner sur les différents événements qui sont organisés lors de cette semaine, vous avez un site qui s'appelle ethccweek.fr ou blockchainweek.fr où vous avez déjà plein d'événements qui sont renseignés. Si je fais View the Event, vous avez les événements par jour. Donc avec le 16, il y a déjà un truc, deux trucs, le 16, deux trucs, le 17, et puis ça continue de se renseigner. Il y a un formulaire sur lequel on est un petit peu surmené là en ce moment. Il y a beaucoup d'événements qui s'enregistrent. L'année dernière, il y avait 80 événements renseignés et plus de 100 événements qui ont eu lieu, officiellement et non officiellement. Cette année, on en attend un peu plus de 150. Donc, il y aura des choses à faire, même si vous n'avez pas trouvé de place pour être ici. C'est très difficile cette année, il y a vraiment beaucoup de demandes. L'année prochaine, on essaiera de faire plus gros. On essaiera de faire plus gros avec Ethereum France, puisque c'est l'association qui nous accueille ce soir. Cette retransmission est enregistrée et vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube de Ethereum France. Donc Ethereum France, c'est une association qui existe officieusement depuis fin 2015 et qui existe officiellement depuis début 2016. À l'origine, c'était quelques Français qui s'intéressaient à la blockchain, qui s'intéressaient à Ethereum et qui essayaient de partager la connaissance là-dessus, d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Quelques personnes qui faisaient du mining, quelques personnes qui faisaient de la recherche sur le protocole, quelques personnes qui essayaient de comprendre ce que les smart contracts allaient pouvoir dire. Et on s'est organisé initialement pour faire des meet-up, se retrouver, discuter. Et à un moment, on a commencé à entretenir un site web qui s'appelait ethereumfrance.com. Puis ensuite, Ethereum France est devenu l'association Ethereum France, puisque le nom initial d'Ethereum France, c'était A7, A2SETH, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, qu'est-ce qu'on fait principalement? On s'occupe un peu d'ethereumfrance.com, pas autant qu'on le voudrait, mais on commence à faire des choses là-dessus. Et ce qui est bien, c'est que le secteur du journalisme sur la blockchain s'est beaucoup développé. Mais ce qu'on continue de faire, en revanche, c'est de traduire des papiers techniques. Donc, tout ce qui est papier technique publié par la Fondation Ethereum ou autre, on le traduit sur ethereumfrance.com en français. Et on essaie de supporter les initiatives communautaires autour de la blockchain et d'Ethereum. Et c'est pour ça qu'on vous allez nous retrouver dans des événements comme ETHPrague, et vous allez nous retrouver dans des événements ici ou là qui font des choses autour d'Ethereum. On est une association à but non lucratif et notre grosse activité dans l'année, c'est de faire l'événement ETHCC. Donc chaque année, on organise cet événement et maintenant, c'est quasiment 10 jours d'événements non-stop autour de ça. Et ce soir, on fait un meet-up qu'on essaie de faire mensuellement et on a la chance d'avoir des gens du gaming, j'ai envie de dire des anciens du gaming presque, puisque Benjamin Charbit de Darewise a eu une longue carrière dans le gaming et maintenant continue avec son nouveau jeu, cette fois-ci à intégrer des principes blockchain dans son jeu. Il aura l'occasion d'en parler. Et on a Sébastien Borget qui est dans le taxi, là il va pas tarder à arriver, mais c'est pas grave puisqu'il intervient en dernier. Et Sébastien, lui, a eu une très longue carrière dans le gaming et maintenant est le CEO de Sandbox. Et j'ai l'honneur d'ouvrir ce bal pour vous parler un petit peu de ce qu'on fait chez Comet. Donc sans plus attendre, chez Comet, on fait tourner des jeux sur la chaîne. Voilà, c'est notre positionnement. On essaie de faire des jeux qui utilisent la blockchain de bout en bout. Donc, c'est un gros défi technique, mais on aime bien ces défis techniques. Et ici, vous voyez les images de notre premier jeu, qui était... on va trouver un mot qui va faire le buzz, un MMO RTS.
Donc, il y avait plein de gens qui étaient en ligne en même temps. Vous voyez, tous ces petits points sont des vaisseaux. Chaque point est un vaisseau spatial. Chaque vaisseau spatial a un orbite. Une orbite, pardon. Et le but du jeu était de se positionner dans l'espace en interagissant avec d'autres joueurs. Donc, ce premier jeu était notre première réalisation avec un moteur qui s'exécutait uniquement on-chain. Donc, n'importe qui pouvait créer son front-end, n'importe qui pouvait créer des scripts ou autres pour automatiser ses mouvements. Et autour de ce jeu, on a essayé de développer un peu d'utilitaire avec un DEX, avec un système de staking, avec un système d'univers qui s'étend, avec un mini-jeu pour s'amuser avec ça, avec un front-end pour permettre aux gens de vendre des vaisseaux. Et on s'est super bien amusé au point qu'on s'est dit, mais en fait, la blockchain dans le gaming, c'est absolument génial, c'est une très bonne application. Et ça ouvre plein de possibilités, notamment le fait qu'on puisse connecter des milliers de joueurs. On a fait des tournois où il y avait plusieurs milliers de joueurs qui étaient au même moment, au même endroit en train de jouer. Donc, c'est pas du temps réel parce que c'est du temps blockchain. C'est-à-dire, il faut à chaque fois qu'il y ait un bloc qui se mette à jour l'ensemble des smart contracts pour que les gens se disent, ah ouais, ok, on se retrouve dans cette position-là. Mais néanmoins, ça permet d'avoir plein de gens qui se connectent en même temps, au même endroit. Et aujourd'hui, on continue à faire des jeux, on continue à essayer de les pousser au maximum sur la chaîne. Ah bah, voilà Sébastien. On continue à essayer de les pousser au maximum sur la chaîne. Et là, on prépare le release de notre prochain jeu qui actuellement est en bêta public. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait dessus. Et il y a plus de 170 000 sessions déjà sur ce jeu. Il y a plusieurs milliers de joueurs qui y jouent. Actuellement, le jeu est en pure free-to-play. Donc, vous pouvez venir l'essayer. On va faire une petite démo de ça. Et il y a des tournois, il y a des trucs. Et on est en bon terme avec pas mal de projets DeFi qu'on essaie d'exposer à l'intérieur de jeu. Et on essaie aussi de créer un jeu qui a beaucoup de contenu et qui est agréable à jouer pour tout le monde. Donc, la raison pour laquelle on est content d'accueillir aussi un Meetup Gaming au sein d'Ethereum France, c'est qu'il y a de très grosses perspectives là-dessus. Il y a beaucoup d'investissements en capital risque dans le monde du gaming parce que il y a de belles perspectives sur ce que la blockchain va faire pour le gaming. Donc il y a des parties qui est un peu nouveau business model. Grâce à la blockchain, en tant que producteur de jeux vidéo, vous allez potentiellement trouver de nouvelles façons de distribuer vos jeux, de nouvelles façons de perpétuer les licences que vous allez créer autour de ça, que ce soit à travers des royalties, que ce soit à travers des modèles d'abonnement qui sont un peu différents. Mais au-delà de l'aspect purement business, vous avez des aspects de gaming qui sont absolument passionnants, comme le fait de représenter tous les actifs d'un jeu à travers une blockchain, que ce soit en fait les commodities ou les ressources que vous trouvez dans un jeu, ça peut être des actifs de blockchain, que ce soit les objets que vous avez collectionnés ou que vous avez gagnés, ça peut être des actifs qui sont en blockchain et qui sont interopérables. Ça ouvre des possibilités pour raconter des histoires différentes à travers vos jeux et potentiellement de créer de nouveaux types de jeux parce que vous avez ce nouveau médium d'expression. Et peut-être 2025, peut-être avant, on verra l'apparition de jeux majeurs qui utiliseront la blockchain d'une façon ou d'une autre pour dire je laisse les joueurs se login et puis peut-être que j'interprète le fait qu'ils aient un NFT d'un jeu d'Airways par exemple. Peut-être que quand j'arrive dans Sandbox, le fait que j'ai un NFT de cette collection, ça me donne un skin spécifique. Tout ça, c'est une partie de l'infrastructure du jeu qui peut être tournée par la blockchain. Donc voilà, peut-être un impact du blockchain sur le gaming qui sera supérieur à ce qu'a été la 3D ou à ce qu'a été le Internet pour les jeux qu'on a connus. Donc nous, au-delà de faire des jeux qui utilisent la blockchain de bout en bout, on fait beaucoup de R&D sur ce à quoi la blockchain peut être appliquée. Et aujourd'hui, un des secteurs d'application qu'on voit directement, c'est toutes les économies qu'il y a dans votre jeu. Donc quand on regarde l'économie d'un jeu, de quoi on a besoin? Forcément d'actifs. Il y a des choses dans votre jeu, que ce soit une armure, une épée, une voiture, une maison, un animal de compagnie. Tout ça, ce sont des actifs du jeu. Comment ces actifs sont représentés? Ça peut être des ressources, un peu de métal, un petit peu de cuir, un petit peu de bois, un petit peu de que sais-je. Et ça peut être aussi des objets, des choses que vous équipez, des choses avec lesquelles vous interagissez. Donc pour avoir une économie, il faut commencer par avoir ces actifs. Pour avoir une économie, il faut des services pour pouvoir échanger ces actifs. Il faut qu'il y ait un endroit où on peut aller acheter du blé, vendre du bois. Il faut un endroit où on puisse aller laisser son chien, échanger son chien contre un autre, peut-être vendre ses chiots. Il faut un endroit où on peut échanger avec d'autres joueurs ou peut-être un endroit où c'est centralisé. Troisièmement, il faut aussi des fonctions de production, savoir comment est-ce que je craft une armure, comment est-ce que je crée une armure. Je mélange ça et ça, ok. Il faut ça comme skill, il faut ça comme truc. Potentiellement aussi des fonctions de recyclage. Si j'ai un objet, est-ce que je peux le détruire pour récupérer quelque chose? Ceux qui ont pu jouer à des jeux comme Minecraft ou autre type de sandbox, vous allez vous êtes assez familier de ces choses-là. Et ensuite, le
Le reste, c'est un peu des règles de design. En tant que créateur de jeu, vous voulez dire ce genre d'armure, il est accessible qu'à partir de tel moment, ce genre de choses, il est accessible à partir de tel autre moment du jeu. Ça, c'est possible que si vous êtes dans cette partie de la carte. Ça, c'est possible que si vous avez tel type de personnage. Ça, ce sont des règles de design. Et éventuellement, en fait, quand vous avez votre économie du jeu, vous pouvez essayer de l'étendre, de dire mon économie, c'est pas simplement des gens qui créent et qui s'échangent. Ça peut être aussi des gens qui se prêtent, des gens qui achètent en groupe, des gens qui créent une organisation, peut-être décentralisée, peut-être une guilde, qui achète en groupe, qui manage, qui onboard des gens et tout ça. Et donc, nous, quand on regarde ça, on se dit, mais il y a tellement un couple formidable à travers la blockchain et le gaming, ne serait-ce que parce qu'on a plein de solutions pour faire le 1, qu'on a plein de solutions pour faire le 2. Pour le 3, on pense qu'on a un truc assez rigolo à vous présenter aujourd'hui qui est du blockchain-based crafting et du blockchain-based grinding. Donc, on arrive à faire des recettes de création et des recettes de récupération de NFT grâce à la blockchain. Pour le 4, ça c'est le cœur du métier des gens qui font du game design et on est content de savoir qu'il y en a de plus en plus qui s'intéressent à ce qu'on fait et j'espère qu'il y a pas mal de gens du gaming dans cet événement. Restez jusqu'à la fin parce qu'après il y aura en plus un petit cocktail. Ouais. J'ai oublié de le dire dans la présentation. Et sur l'asset management, là il y a plusieurs gros projets qui ont levé ces derniers temps ou qui sont sortis plus ou moins en alpha sur le fait de faire du lending avec vos actifs, avec vos NFT, le fait de prêter des NFT contre les autres, le fait de les louer. On a des solutions aussi pour ça et c'est un sujet qu'on trouve aussi très intéressant. Donc par exemple, le crafting en blockchain, pourquoi c'est super cool? Alors, levez la main si vous reconnaissez cet écran. Il y a quand même des gens qui ont joué à Skyrim ici. Super. Donc, quand vous jouez à Skyrim, un très gros jeu qui a eu un certain succès, qui a même eu une version online, vous avez un système de forge. Vous pouvez arriver chez le forgeron et dire « Je veux créer une Iron Mace ». Je crois que c'est une masse de fer en français. Ça doit être ça la traduction littérale. Donc, vous voyez des éléments. C'est une belle masse. Elle a une représentation en 3D. Elle a des metadata. Voilà, elle fait 11 de dommages. Elle pèse 13. Elle a une valeur de 35. On vous dit pas 35 quoi, mais bon, ça vaut 35. Vous avez en dessous c'est les metadata au sens du NFT. Et vous avez en dessous la recette qui permet de créer cette masse. Donc là, il faut mélanger des laser strips, donc des morceaux de cuir, et quelques pièces d'argent. Donc si vous mélangez vos lingots d'argent avec des laser strips, vous allez créer cette masse. Et puis après, est-ce que vous avez accès directement aux choses que vous créez à partir de fer? Est-ce que vous êtes capable de créer même cette Iron Mace? Ça dépend de votre capacité de forgeron. Est-ce que vous avez des bonnes skills de forgeron? Alors, il y a des joueurs qui vont se dire, moi, j'aime bien l'idée de crafter, donc je vais devenir un très bon crafter, je vais faire un personnage, peut-être qu'il y a une classe de personnage qui est très bon en crafting. Donc, je commence avec un niveau de smithing ou de forge un peu supérieur aux autres, et puis ça m'intéresse, j'en fais, quoi. Et tout ça, c'est assez immédiat en blockchain. Surtout que grâce à la blockchain, votre objet que vous avez crafté, tout ce qui est relatif à cet objet, il peut être stocké dans un standard de token. Et de ce fait, il hérite les propriétés de la blockchain, à savoir qu'il est interopérable avec d'autres jeux qui peuvent l'interpréter, à savoir que il est non répudiable. Une fois qu'il est sur votre wallet, il est sur votre wallet. Si vous souhaitez le transférer, si vous voulez l'échanger, si vous voulez le vendre ou quoi, vous pouvez très bien le faire. Ça, c'est plutôt un aspect d'apporter quelque chose aux joueurs, à savoir que ces objets, maintenant, ils les possèdent, ils sont à eux. Ils ont cette forme de propriété qu'apporte la blockchain. Et pour le game design, vous avez la possibilité de rendre les recettes de crafting assez dynamiques. Imaginez, vous êtes dans Skyrim et en fait, les morceaux de cuir, c'est super facile à avoir. Voilà, il suffit d'abattre un chevreuil dans une forêt et vous récupérez des morceaux de cuir et puis c'est bon, vous avez du cuir. La problématique que vous rencontrez quand vous avez un open world ou quand vous avez une économie qui est très mouvante, c'est assez difficile de se dire ok, bon, combien est-ce qu'on distribue de cuir par jour? Combien est-ce qu'on distribue de fer par jour? La blockchain vous permet de créer des recettes qui sont dynamiques parce que vous pouvez baser vos recettes sur l'état du marché entre le cuir et le fer, par exemple. Et c'est justement ce qu'on a essayé de montrer dans notre jeu actuellement. Et par extension, ça vous permet aussi d'avoir des formes de distribution du jeu qui sont innovantes, au sens où plutôt que de dire aux gens achetez mon jeu, c'est 20$, au lieu d'acheter mon jeu pour 20$, vous pouvez crafter un NFT pour 20$. L'argent que vous avez utilisé pour crafter ce NFT de 20$, mettons, c'est 20 stablecoins USDC. Ces 20$, on les a mis en staking dans un système de DeFi, par exemple AV, qui
vous donne un petit pourcentage sur vos 20 $. Et puis maintenant, les 20 $, bah, ils produisent, ils ont un taux d'intérêt, tout ça. À la fin de l'année, vous pouvez dire aux joueurs, bah, est-ce que tu veux récupérer une partie de tout ça ou est-ce que tu veux continuer à jouer? Si tu te rengages tes 20 $ pour un an, si tu restakes ton NFT pour un an, bah, je te libère un DLC ou je te donne ce NFT de remerciement. Et pendant ce temps, bah, moi, en tant que vendeur de jeux, j'ai vendu une licence qui est un abonnement à l'envers. Donc c'est tellement de possibilités, tellement de choses à faire. Et en plus, on l'a fait en open source, on l'a audité, et puis vous pouvez vous en servir. Donc par exemple, on peut utiliser ce genre de crafting à partir d'un standard qui vous permet de dire ben, mon ERC20 ou mon NFT, je peux le supprimer ou je peux pas le supprimer. Je peux le lier à une source d'aléatoire pour dire de temps en temps, un crafting sur 10, ça fait une épée magique. Je peux utiliser d'autres protocoles pour dire cette recette elle est liée à d'autres protocoles. Je peux considérer que cet NFT est transférable ou en fait il n'est pas transférable, il est unique au joueur. Une fois que la personne l'a crafté, il peut juste le détruire ou bien même pas le transférer à quelqu'un d'autre. Et petite remarque pour ceux qui s'intéressent aux collections de NFT ou qui peut-être spéculent ou collectionnent sur des NFT, le fait qu'un NFT ait été crafté à partir de ce genre de protocole fait que, vu qu'on peut toujours le recycler dans les tokens qu'il a été utilisé pour crafter, il a techniquement un floor price, puisque vous pouvez toujours le grinder pour récupérer ce à quoi il sert à être recyclé. Donc c'est pas mal. Bah voilà, donc on l'a fait, donc je peux vous faire une petite démo. Donc ici vous voyez notre nouveau jeu. Bah tiens, je vais plutôt ouvrir la page du jeu comme ça. On va regarder. Voilà. En direct live. Donc vous avez une petite partie crafting ici. Et aujourd'hui, vous craftez avec des ressources qui sont distribuées aux gagnants. Donc quand vous faites une partie de Comet, vous gagnez des ressources. Et ces ressources, elles vous servent à une chose, crafter des cartes. Donc plus les joueurs gagnent, plus ils ont de ressources pour crafter. Ces ressources, elles valent quelques centimes. Donc wow, autant aller crafter pour faire des cartes, j'ai envie de dire, plutôt qu'essayer de se faire 1 ou 2 centimes en les revendant, ces ressources. En tout cas, on essaie de pousser les joueurs plutôt vers une économie d'échange que d'essayer de récupérer des ressources pour les vendre. Et donc là, vous avez avec cette petite recette qui mélange de l'aluminium, du magnésium, du tungstène et du cuivre. Voilà, on révise sa classification de Mendeleïev avec Comet. Donc vous avez une petite recette ici qui vous dit mélangez ça, ça, ça et ça, et vous allez faire 5 cartes. Bon. Quand un joueur gagne une partie, il gagne un peu de ressources. Quand il a gagné suffisamment de ressources, il peut aller crafter une petite carte. Et ce qu'on va faire ici derrière cette recette, c'est qu'on va en fait utiliser ces différentes ressources et les déposer sur Index. Donc là, le joueur en fait interagit avec un protocole de finance décentralisée qu'on appelle un Automated Market Maker qui sert à lister des paires de différents tokens. Et donc là, techniquement, bah, j'ai listé à la fois de l'aluminium contre du magnésium, du tungstène contre du cuivre. Et si je regarde ce qui s'est passé sur ma belle transaction, on va voir. Hop. Tadada. Alors, c'est super. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu un explorateur comme Etherscan, ça peut paraître comme du chinois, mais ceux qui ont déjà un peu plus l'habitude de regarder ça, vous pouvez voir un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai déposé ici de l'aluminium et du magnésium. J'ai sorti un LP token de Uniswap. J'ai déposé du tungstène et du cuivre. J'ai sorti un LP token d'Uniswap. Et ensuite, on a appelé Chainlink, parce que comme c'est un booster de cartes, bah, il nous faut de l'aléatoire pour savoir ce qu'il y a exactement dans le booster. Et après, bah, je peux ouvrir mon booster. Et en ouvrant mon booster, en fait, on utilise le nombre aléatoire qui a été recherché pour imprimer les cartes. Et bah, ce petit système, on pense très flexible, et vous pouvez vous en servir pour essayer de faire des trucs intéressants. Donc pendant que les tokens sont déposés sur l'Automated Market Maker, à chaque fois que quelqu'un fait un trade entre aluminium et cuivre, ou trade des choses liées à l'aluminium ou au cuivre, vous allez récupérer un petit peu des fees de ce trade. Et donc techniquement, les cartes qui sont très très vieilles, qui ont été craftées depuis très très longtemps, elles accumulent de plus en plus de ressources liées au trading de tout ça. Voilà, donc on vend pas les cartes, on laisse les joueurs les crafter et puis se les échanger, les collectionner. Et donc là, vous voyez, j'ai crafté 5 cartes et on va regarder par exemple cette carte Deploy Sniper ici, qui est une carte peu commune. Donc peut-être que c'est une carte qui est recherchée par les joueurs. Donc pour ça, je peux aller regarder dans mon deck builder, aller regarder ma collection et on va le retrouver. Donc c'est une carte qui coûtait 4 mana. Hop. Voilà, Deploy Sniper. Voilà, je peux supprimer ma carte. Et quand je supprime ma carte, bah, je récupère
une partie des ressources qui ont été utilisées pour la crafter. Puisqu'il y a eu 5 cartes, on a divisé les ressources sur les différentes cartes. Donc je vais quand même la garder, cette sniper, parce que je trouve que c'est plutôt une bonne carte et j'en avais pas. Après, vous pouvez aussi aller la vendre ou l'acheter sur une marketplace. Voilà, notre modèle sur ce jeu, c'est qu'on prend des royalties sur les ventes entre les joueurs. Ah, quand même, c'est une bonne opération. Vous m'avez porté chance. Donc, à court terme, on veut intégrer d'autres protocoles DeFi pour dire aux gens, plutôt que acheter un booster à 5$, vous n'allez pas acheter un booster, en fait, vous allez faire un dépôt sur AV pour 5$. Nous, on va prendre un pourcentage sur le trade que vous ferez avec ces cartes si vous voulez pas les garder. Et voilà. On essaie de pousser un peu les gens à s'éduquer à la DeFi avec des tout petits montants pour dire vous avez des dépôts comme ça que vous pouvez prendre et se rémunérer. Alors, il y a des comportements qui sont assez intéressants là-dedans. C'est-à-dire, si vous êtes un gros joueur de jeux de cartes et vous vous dites, moi, j'ai envie d'avoir toute la collection tout de suite, vous pouvez vous dire, je vais acheter plein de ressources et je vais crafter plein de cartes. Voilà, on peut mettre 50$, c'est votre budget pour le jeu, et vous achetez plein de ressources et vous craftez plein de cartes. Le problème, c'est que si vous achetez beaucoup d'aluminium, ou si vous achetez beaucoup de ressources, vous faites une grosse pression sur le prix de l'aluminium. Et donc, vous rémunérez tous les gens qui ont crafté des cartes avant vous, puisque vous allez utiliser des ressources sur les pools sur lesquels il file de la liquidité. Donc, il faut rémunérer les anciens joueurs. Et aussi, ça veut dire que pour tous les nouveaux joueurs, les coûts de crafting de cartes vont évoluer. Donc c'est un avantage à ceux qui sont là pour faire grossir le jeu par rapport à ceux qui viennent juste pour dire je veux acheter beaucoup et aller très vite. En fait, si vous voulez vraiment une carte, autant aller l'acheter à un autre joueur parce que plutôt qu'essayer d'acheter des ressources pour la crafter, ça vous arrangera pas trop. Voilà. Mon pied de démo, let's craft. Et donc je vous disais ça parce que ça marche, vous pouvez l'utiliser. J'espère que ça vous a donné envie de tester notre jeu. C'est open source, c'est audité, c'est live, c'est compatible avec tous les DeFi products. On travaille aussi, en ce moment sur des intégrations avec d'autres protocoles comme AV, comme Curve et autres. Et on serait très content d'avoir votre feedback. Donc j'espère que ça a été une bonne introduction pour vous dire vous êtes au bon endroit si le blockchain et le gaming vous intéresse. On a potentiellement une source prodigieuse de nouveaux business models avec ça, qui sont plus proches du joueur parce qu'on leur distribue des choses qu'ils possèdent, qui peuvent échanger, qui sont... Il n'y a pas de terme caché, en fait. Vous regardez ce qui se passe dans la blockchain et si c'est un ERC20 ou un ERC721, il est à vous. On ne va pas vous bannir parce que vous avez vendu une carte sur cette marketplace plutôt que cette autre. Il n'y aura pas de truc de type vous avez vendu votre level 60 sur World of Warcraft, vous êtes banni du truc. L'extension de ce qu'on peut déployer comme type de jeu grâce à cette infrastructure est aussi infinie. Et j'espère qu'on verra bientôt de nouveaux genres de jeux super cool grâce à ça. Et si vous avez des enfants, si vous avez des cousins ou des neveux et que vous leur mettez ça entre les mains, vous voyez qu'ils se créent un compte, qu'ils commencent à l'utiliser et puis ça y est, quoi. C'est beaucoup plus naturel que d'avoir un compte bancaire, de devoir mettre son Face ID, de devoir mettre sa carte bancaire, de devoir tout ça. En fait, non, c'est juste la blockchain. Vous jouez bien, vous pouvez vous constituer une grosse collection, vous rencontrez des gens qui font des trucs intéressants et puis vous accumulez une collection qui est potentiellement portable d'un jeu à l'autre. Et ça, ça c'est super. Et puis, c'est tout pour moi. Si vous voulez voir notre site et la marketplace qu'on a développée pour ça, vous pouvez scanner ce QR code. Est-ce que vous avez des questions ? Alors aujourd'hui, il y a 7000 joueurs qui ont testé la public bêta depuis qu'on l'a mis en ligne le 5 mai. En fait, les problèmes avec les jeux comme les jeux qui sont de type battle comme ça, c'est que on n'a pas développé d'intelligence artificielle pour matcher les gens. Donc si je viens et que je dis ouais, en fait je veux faire une partie, donc tiens, je vais prendre ce deck là par exemple, c'est parti. Est-ce que je vais trouver quelqu'un contre qui jouer? Donc je sais pas, on va voir. On a une attente moyenne entre deux parties de 30 secondes. Bon, que ça va, on peut faire mieux, on va voir. Pour l'instant, on cherche pas à faire beaucoup de marketing autour du jeu parce que on essaie de faire du balancing. D'où le fait qu'actuellement, vous avez accès à toutes les cartes quand vous voulez faire une partie. Donc, si vous voulez vous constituer un deck, vous avez accès à toutes vos cartes. Donc, faites des decks fous. Et la particularité
du système en ce moment, c'est qu'on fait des tournois avec un petit cash prize toutes les semaines. Donc là, le tournoi se finit demain. Donc là, les gens sont un peu agressifs. Voilà. Ah ouais. Alors tiens, on va lui mettre une Space Trash, comme ça on occupe son espace. Donc c'est un jeu de cartes qui ressemble un peu à ce que fait Hearthstone. Ici, vous avez l'équivalent des créatures à Magic, par exemple. Vous avez quelqu'un qui fait du healing ici, quelqu'un qui dépose des parasites dans le jeu. Je vais essayer de lui casser son truc là. Ok, super. Ensuite, il y a un système de points. Chaque tour, j'ai 7 points et lui, il en a 7 aussi. Je vais jouer une carte qui coûte très cher. Elle coûte 5 points à jouer. Mais elle m'augmente le nombre de choses que je peux jouer de 1 tous les tours. Donc c'est bien de la jouer tôt dans la partie. Et ensuite, je passe la main à mon adversaire. Quand vous avez plus de cartes en main, ça pioche encore. Donc le deck est très petit, il fait une quarantaine de cartes. On a pas mal bossé à la conception avec des joueurs pros de Hearthstone et Magic pour créer un jeu qui est assez dynamique. La partie moyenne dure 2 minutes. Et quand c'est pas à vous de jouer, vous pouvez regarder votre collection de NFT. Donc on a aussi développé un tooling pour aller récupérer tous les NFT. Voilà, j'ai un faux ape. Regardez. Ça fait rager les gens. Très bonne collection qui s'appelle Fape, je crois, ou OX Ape. Mais on voulait voir à quoi ressemblait le ape à l'intérieur. Donc il n'y a pas de chat, vous pouvez pas parler à votre adversaire. Par contre, vous pouvez lui balancer des NFT que vous avez dans votre collection. Voilà, je vous avoue que ça se passe pas super bien. Je sais pas si je vais finir cette partie. Donc là, je vais déployer un petit helper. Ouais, je vais essayer de lui en détruire un des siens. Tiens, je te casse celui-là. Après, je te transforme celui-là en mouton. Ouais, ça se passe pas super bien quand même. Hein. Il a plus de créatures que moi. Donc là, j'ai plus de cartes en main, donc je pioche. Voilà, plus de cartes, je pioche. Ça va protéger mes orbiteurs, trop bien. Ah non, j'aurais trop aimé jouer cette carte, mais j'ai plus assez de pouvoir. Tant pis, fin de tour. Et pendant que c'est pas à vous, qu'est-ce que je vais lui spammer? C'est un truc un peu sympa. Ah voilà, un bon vieux CryptoDickBot. Alors pour la naissance de ma fille, mes collègues m'ont fait une petite carte de vœux en blockchain. Donc à chaque fois que quelqu'un signe un message sur cette carte de vœux, elle se met à jour. Voilà, on a un gros département de R&D chez Comet. Et ah non, en fait, ça se passe plutôt pas mal. Hein. Donc là, j'ai plein de mana, je vais pouvoir jouer plein de cartes. Donc là, c'est un peu là. C'est pas mal. Très bonne carte. Il y a aussi une super musique derrière, donc petite playlist dispo sur SoundCloud. Ouais. Mm-hmm. Ouais, c'est une très bonne question. Comment on fait pour pas dégoûter les nouveaux joueurs? Ouais, c'est vrai. Hein. Alors, il y a plusieurs systèmes qui sont en place pour ça. Le premier, c'est le fait que le matchmaking se fait avec un système qui est le système ELO, ELO qu'on a récupéré des échecs, avec une courbe un petit peu différente parce que on veut que les gens restent dans une partie noob assez longtemps. Et si en fait ils font de très bonnes performances, qu'on les monte très très vite. Le principe étant que si je suis un nouveau joueur et que j'ai acheté des super bonnes cartes, j'ai acheté le meilleur deck, je vais immédiatement me retrouver dans la partie plutôt forte. Quoi. Donc on match les gens contre des gens de leur niveau. On veut pas que les joueurs aient à jouer contre des gens qui sont vraiment très forts tout de suite. Ensuite, il y a un base deck qui est offert aux joueurs. Donc là, actuellement, le jeu est en open library. Donc tous les joueurs peuvent posséder toutes les cartes. Donc vous n'avez pas de désavantage par rapport à ceux qui sont potentiellement meilleurs que vous. Putain, je suis complètement en autopilote. Là, ça se passe plutôt bien. Sinon, en fait, vous commencez avec un base deck qui est plutôt bien. On essaie de faire tourner ce base deck, c'est-à-dire qu'on propose des nouvelles cartes dans ce base deck régulièrement pour pouvoir permettre aux joueurs de découvrir d'autres choses. Quand le joueur perd ses premières parties parce qu'il a été matché contre des gens trop forts, il va se retrouver avec moins de Elo, donc il va jouer contre des gens meilleurs. Et ensuite, on fait tourner les poules de cartes d'une saison à l'autre. C'est-à-dire que là, on est sur la première saison qu'on n'a même pas vraiment commencé officiellement, puisque le jeu n'est pas complètement live, toutes ces parties. Mais quand le jeu sera live avec toutes ces parties, en fait, les gens vont effectivement accumuler des cartes, avoir des meilleures cartes au début, vouloir les échanger. Ce qui se passe, c'est que les gens qui ont déjà de très bons jeux et qui gagnent beaucoup de cartes, ils ont plus de cartes qu'ils en ont besoin, donc ils les échangent ou ils les passent aux nouveaux joueurs. Et donc il y a un système aussi de rental qui permet aux joueurs
de louer un deck à un autre joueur. Et on parle potentiellement de somme de quelques centimes pour dire j'ai vraiment envie d'utiliser un deck qui est bien meilleur, donc je vais le tester comme ça. Alors ok, là j'ai une des très très bonnes cartes, mais j'ai peur qu'un de ces secrets m'empêche de jouer cette carte. Donc ça c'est un peu voilà, c'est un peu technique, il faut réfléchir. Est-ce que ok, on va essayer de faire activer son secret. Ouais, c'est bon, il active son secret, super. Ça ressuscite mes orbiteurs en plus, c'est super. Alors, en gros, je pense que je vais la gagner. Ouais. Non, il n'y a pas du tout d'interaction MetaMask. En fait, quand tu rejoins une partie, donc on a développé un système de signature où à chaque fin de partie, à chaque fin de round, on stocke ce qui s'est passé dans le round. Ensuite, c'est au round de l'adversaire, on stocke ce qui s'est passé dans le round, et à la fin, on a un triage de voilà ce qu'était la partie. Et donc là, il y a un challenge pour dire ouais, bon, la partie a été gagnée par Jérôme, donc on a donné un peu de ressources à Jérôme. Est-ce que l'adversaire de Jérôme veut challenger en disant bah non, en fait, c'est pas moi qui ai gagné, c'est lui qui a gagné, c'est moi qui ai gagné, c'est pas lui. Donc on peut rejouer la partie pour la montrer. Mais dans cette phase de bêta publique, on a mis juste l'économie on-chain et cette partie juste de signature et tout ça, on la garde pour nous sur notre petit roll-up interne pour dire on le stocke pas, on vous l'expose pas. Tout à fait. Mais en fait, l'intérêt d'avoir cette phase de test qui est complètement sans aucune blockchain in-game, fait qu'on a voulu développer de toute façon la partie blockchain la blockchain à côté pour nous, pour notre usage, mais on voulait avoir le moins de barrières possible. Alors aujourd'hui, si tu vas sur battle.comet.io, peut-être même tu vas sur Comet dans Ledger Live un jour, tu as juste besoin de te login. Voilà, tu as signé un message pour que tu te login. Si tu n'as pas de wallet, si tu n'as rien du tout, bah, en fait, on va te proposer de te login avec Web3Auth ou Taurus. Donc, tu peux même te loguer avec un wallet qui est plus ou moins hosté avec ton Twitter ou avec ton Gmail. Donc, voilà, on te file un wallet. On va pas te dire, OK, maintenant, tu as besoin d'avoir du Matic, maintenant, tu as besoin d'avoir de l'Ether, tu as besoin d'avoir des trucs pour au moins signer ou pour au moins faire des transactions. On voulait que ce soit vraiment super smooth l'onboarding. Bah, je disais que j'allais la gagner, mais en fait, ça se passe pas super bien, quoi. Aïe, 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 aïe. Donc voilà, c'est un jeu qui n'est pas forcément facile à jouer sans regarder. Et... Aïe, 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 aïe. Bon, bref, voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a donné envie d'essayer. Battle.comet.io pour essayer. Il y a plein de trucs sympas. On fait des tournois toutes les semaines. On sera présent à HTC. On sera ravis de vous accueillir. Et à HTC, on est ravis de vous accueillir ce soir. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Benjamin Charbit. Quand Jérôme m'a proposé de participer à ce meet-up, je me suis dit, bon, je peux ou vous parler de Live Beyond, le jeu qu'on développe, et je vous en parlais un peu, mais j'avais envie de prendre un tout petit peu de hauteur pour finalement vous mettre un peu par écrit un sujet dont je parle beaucoup depuis un petit moment, qui est la vision qu'on a chez Darewise que les jeux sont en train de devenir une destination plutôt que simplement un lieu d'expérience pour s'amuser. Et d'où cette présentation pour vous dire à quoi ça ressemble quand les jeux vont au-delà du fun. Alors peut-être une introduction très rapide en ce qui me concerne. Donc, je suis Benjamin Charbit, je suis le cofondateur et le CEO d'un studio qui s'appelle Darewise Entertainment, qui est un studio qui est basé à Paris et qui a aujourd'hui un bureau à Barcelone et un nouveau bureau à Londres. Une équipe d'une centaine de personnes, un peu plus. On a été racheté il n'y a pas très longtemps par le leader des NFT dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Animoca Brands. Dans le passé, j'étais game director chez Ubisoft. Je travaillais notamment sur 2 jeux dont vous avez peut-être entendu parler, un qui s'appelle Assassin's Creed, notamment Assassin's Creed Black Flag, et un autre jeu où j'ai rencontré mon cofondateur Samuel, qui s'appelle The Division, qui était une grosse production AAA. Donc c'est un peu le background qu'on a tous chez Darewise, des grosses productions, blockbusters, gros budget, tout ce qui à la fois fait rêver les joueurs, mais qui en même temps aujourd'hui paraît un peu archaïque. Alors, je voulais vous montrer 2-3 trucs. Là, le mec prépubère, ici, c'est moi. À côté, c'est mon ami Guillaume Ettori, qui s'appelle Cabal, qui est un grand joueur de e-sport. Et à l'époque, voilà, c'était un des fameux meet-up, quand dans les années 2000, on commençait à se réunir pour des compétitions de e-sport
au démarrage du sport électronique, au démarrage de ces niveaux de compétition. Je voulais aussi vous montrer ça. Est-ce que ça parle à certains? Alors ici, c'est ICQ. À côté, c'est IRC. Là, si vous êtes un peu plus vieux, je vous montre Ultima Online, un des premiers grands MMORPG qui a réuni des communautés et qui leur a permis de vivre une aventure assez différente du gaming traditionnel à l'époque. Et alors là, si vous êtes vraiment beaucoup plus vieux, mais j'ai pas l'impression dans la salle, ou en tout cas si ça vous intéresse, ici vous avez ce qu'on appelle un mode, un multi-user dungeon, qui était vraiment les ancêtres du MMO. Donc cette expérience dans laquelle des joueurs se réunissaient, passaient beaucoup de temps en communauté pour parcourir des univers, compléter des quêtes. Alors pourquoi je vous montre tout ça? Ce qui est intéressant à travers ces exemples-là, c'est que ce sont des étapes qui ont façonné tout un tas d'expériences très différentes dans le gaming, et notamment la compétition, le développement de relations sociales, plus récemment des comportements économiques. On parle de gold farming dans World of Warcraft, de power leveling, c'est-à-dire des gens qui sont payés pour réaliser des quêtes, aller collecter des ressources, des pièces d'or et vous les vendre. Et donc je vous montre tout ça parce que en fait, ça fait longtemps déjà que beaucoup de gens jouent aux jeux vidéo pour tout un tas d'autres raisons que pour se divertir. Quand on regarde en fait, dans le passé, puisqu'on parle beaucoup de métaverse aujourd'hui, et c'est bien sûr ce qui nous amène, je pense, Sébastien et moi ce soir, en fait, on n'est pas finalement systématiquement en pleine innovation. On regarde dans le passé et on voit toutes ces expériences-là, du mode jusqu'à World of Warcraft, jusqu'à Fortnite, bien sûr, EVE Online, Star Wars Galaxies. Tout ça sont des expériences qui, en fait, ont permis déjà d'avoir cette première saveur de ce que ça signifie de faire partie, d'être un citoyen d'une société digitale. Et ça m'a amené souvent à répéter la même chose quand je parlais à des investisseurs ou quand je parlais à des partenaires potentiels, que c'est pas parce que c'est virtuel, on avait toujours tendance à opposer virtuel au réel. Chez nous, on dit que c'est pas parce que c'est virtuel que ce n'est pas réel. Au contraire. Et deux bouleversements majeurs sont venus et catalysent un peu tout ce que j'explique là. La première chose, c'est une énorme amélioration de l'accessibilité. Parce que toutes les expériences que je vous ai présentées, c'était très hardcore, il fallait vraiment avoir envie de se mettre dedans, c'était un truc de geek, hein, c'est comme ça qu'on nous appelait à l'époque, alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle de divertissement et d'expériences qui sont très mainstream. Quand on parle de Roblox, quand on parle de Fortnite, on a des user expériences qui sont bien meilleures et surtout des expériences qui tournent sur toutes les plateformes. Vous n'avez plus besoin d'avoir un PC ultra gamer pour avoir accès, il suffit que vous ayez un mobile, une tablette, n'importe quel type de laptop et vous pouvez avoir accès à quasiment la totalité de ces expériences-là. Et puis, la tokenisation de ces économies, notamment à travers le digital ownership et la composabilité. Je vais en parler un peu plus. Alors, l'amélioration de l'accessibilité, l'impact, il est très important. C'est qu'on est, quand vous participez à World of Warcraft, vous jouez à World of Warcraft, c'est génial. Vous avez déjà cette première saveur. Vous êtes dans un monde qui est ce qu'on appelle living and breathing. Donc il a l'air réel. On marche, on voit des piétons qui se baladent. Mais en réalité, l'expérience a une limite, c'est qu'il y a un archétype de citoyen dans cette société. Vous êtes tous des héros. Et cette expérience, du coup, elle atteint ses limites. Puisque au bout d'un moment, l'escapisme, l'immersion bloque un peu, puisqu'en fait, on se ressemble tous et que c'est compliqué de créer des comportements qui sont un peu plus riches. Grâce à l'accessibilité, grâce au fait que tout le monde peut prendre en main ces expériences-là et que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible par les plateformes, par le design lui-même, tout d'un coup, on voit émerger plein d'autres rôles et on arrive plus à l'émergence de sociétés alors qu'avant on était plutôt sur des corporations ou sur des guildes. L'autre élément, c'est la tokenisation des économies. Que ce soit des NFT ou des tokens ERC20 par exemple, tout d'un coup, les enjeux ne sont plus les mêmes quand vous jouez. Certes, vous jouez, mais vous accumulez des assets, vous pouvez vendre vos talents, votre labeur contre
du token contre une currency. Et donc, tout d'un coup, certes, vous avez l'expérience d'un jeu, mais les enjeux sont, eux, bien plus réels. Et ce qui permet, en tout cas, on croit beaucoup à cette émergence-là, l'émergence d'une nouvelle économie. Vous voyez ce que je vous montre là? Ce sont des screenshots de jeux qui existent déjà depuis longtemps. Farming Simulator, Truck Simulator. Donc, il y a des gens qui jouent depuis des années à des jeux dans lesquels ils ont un job. Fermier, conducteur de train, conducteur de poids lourds. Et donc, tout ça, ça nous amène à nous dire, mais en fait, cette fameuse... vous avez certainement entendu cet adage, ou c'est plus qu'un adage, là je l'ai trouvé sur le site de Pôle emploi, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Alors, je l'ai entendu 25 fois ce truc-là, et j'étais content de le retrouver sur le site de Pôle emploi, donc Pôle emploi est d'accord avec nous qu'il y a toute une armée de métiers qui vont émerger dans ces univers-là. Et c'est ça qui nous amène à dire que finalement les jeux vont devenir une destination et plus simplement un produit de divertissement. Un véritable espace digital dans lequel vous allez pouvoir vivre une deuxième, une troisième ou plusieurs existences. Et c'est un peu ce fantasme-là qui nous a animés, mais qui devient véritablement une réalité. Alors je vais vous parler un peu de Live Beyond, qui est le jeu qu'on développe. Vous montrer un trailer. People of Earth, the Deep Agency needs you. Set off for Dolos, mankind's future home planet, occupied by very terrifying and dangerous enemies. As an agent, it will be your responsibility to fight for a brighter future and a safe settlement. First, train in our hyper-realistic VR sessions in the base of operations. Then, venture with other agents on your first assignments. Together, you will accomplish your duty and secure our new home. This can include a bit of fun sometimes. We need you to make a difference out there. Enlist today for better tomorrows. Voilà, donc ça c'était un premier aperçu de Live Beyond, qui est le jeu qu'on développe en ce moment. Alors, il faut que je passe à la slide suivante. Alors, je suis plus en plein écran. Voilà. Donc pour vous donner une petite overview rapide sur Live Beyond, donc c'est un jeu qu'on développe depuis 2018 avec cette équipe qui a bien grossi depuis, avec vraiment cette idée d'amener une expérience AAA, une expérience MMORPG sur la blockchain et véritablement étendre un peu l'expérience gameplay qu'on adore vers une expérience dans laquelle les joueurs peuvent se construire une véritable existence avec des enjeux qui sont bien réels. On a une première phase d'alpha qui démarre dans une semaine, qui ne nécessite rien. Vous n'avez pas besoin d'accès de clés, vous n'avez pas besoin de NFT. Donc, je vous invite à vous connecter sur le site playlivebeyond.com pour y participer. Et la façon dont on se définit, parce qu'à chaque fois, on nous demande est-ce que vous êtes un joueur play to earn, et ce n'est pas vraiment la terminologie qu'on utilise, puisque on préfère appeler ça un play and earn MMO. La raison, c'est qu'il n'y a pas du tout de gating. Il n'y a pas besoin d'avoir un NFT. Vous pouvez jouer sans NFT. Le NFT peut être la résultante de votre expérience. Tous les actifs que vous construisez, que vous collectez, que vous gagnez dans le jeu, deviennent des NFT qui sont sur Polygon et que vous pouvez trader et vendre, bien sûr, de façon complètement décentralisée. Et pour vous donner une petite overview de l'expérience qui vous attendra sur Live Beyond, vous arrivez sur une planète qui est la planète Dolos, qui est une planète pleine d'opportunités, mais aujourd'hui protégée par une corruption déposée par des aliens qui protègent du coup toute la planète contre l'invasion. Vous, en tant qu'agent, vous arrivez dans ce monde avec pour objectif de nettoyer toutes ces parcelles de terrain, donc avec tout un gameplay d'action. Une fois que ces parcelles sont nettoyées, ces parcelles deviennent des NFT, que vous pouvez acheter, détenir, louer. Et ces parcelles vont commencer à générer de la valeur à travers
les ressources qu'elles ont, mais aussi à travers l'activité que vous créez dessus. Et donc à vous de attirer d'autres business, d'attirer d'autres opportunités et de passer de cette phase d'exploration à une vraie phase de développement pour éventuellement passer dans cette troisième ère qui va être une ère d'émancipation, d'expansion où ces zones de colonisation vont vous créer des espaces qui vont durer et qui vont se stabiliser vers des civilisations plus avancées. Voilà, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas exactement combien de temps elle va durer. Je sais qu'elle va durer plusieurs mois, mais on ne sait pas exactement quand on va l'arrêter. On a des objectifs qu'on veut atteindre d'abord, parce que le but, c'est bien sûr de tester. Mais il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir tester. Il y a des NFT, il y a des drops qui arrivent pour accompagner ça. On va introduire aussi le token et un pool de reward. Donc, plus vous jouez, plus vous participez, plus vous allez pouvoir collecter le token qu'on va bientôt émettre. Donc il va se passer pas mal de choses et c'est que la première phase d'alpha d'une série de plusieurs qui vont venir probablement d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Pour développer un jeu comme ça, on a encore beaucoup de temps de travail, mais on va déjà vous amener une bonne expérience là, d'action, de combat. Donc si vous aimez ce genre de gameplay, vous allez être servi là. Oui. Ah, ouais. Alors nous, comme je disais, on est un peu des dinosaures, donc on l'a fait comme des dinosaures à l'époque. Darewise a d'abord été financé par un peu de love money, des amis, puis on a levé du capital auprès de fonds d'investissement. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on s'est tous rencontrés. On a eu la chance d'avoir des investisseurs en commun avec Comet. Et puis, comme je l'expliquais un peu en introduction, on a été racheté par un gros groupe et qui nous amène aussi beaucoup de capacités financières. Mais je pense qu'aujourd'hui, je n'utiliserai probablement pas la même stratégie de financement parce que j'aurais aimé avoir en fait les joueurs à nos côtés en tant que participants avec vraiment d'aligner un peu les intérêts et leurs intérêts aussi. Et de les faire participer aux mécaniques de décision, ce qu'on va essayer de faire de plus en plus maintenant avec l'introduction progressivement d'un DAO et de décentraliser de plus en plus la mécanique. Ah bah on n'échappe pas à la règle, même pendant l'alpha on le fait déjà. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle le game as a service, c'est-à-dire qu'on va continuer en permanence à pousser du contenu, des améliorations. Et notre objectif, hein, on l'annonce clairement à chaque fois, c'est que ce soit notre dernier jeu et qu'on ne fasse plus que le développement de ce jeu sur les 20 prochaines années. Il y avait une question derrière pas. En fait, je pense que c'est plutôt le moment où l'expérience qui, moi, m'intéresse le plus en fait, en termes d'expérimentation va prendre le relais et où on rentre vraiment un peu dans la sandbox où on passe, où en fait on sort du pur gameplay, qui est un peu le gateway, qui est un peu le point d'entrée, vers vraiment du métaverse. C'est-à-dire un espace dans lequel on est toujours dans cette fantaisie, c'est-à-dire qu'à la différence d'autres plateformes, on est dans une fantaisie, il y a une backstory, il y a une narration et qu'on va continuer à alimenter. Donc c'est pas juste, c'est pas une plateforme dans laquelle on peut façonner complètement son écosystème. On est dans cet univers-là, mais c'est là où d'autres types de métiers, d'autres types d'expériences vont se développer, et donc des choses qui sont peut-être un peu moins gameplay, mais je pense tout aussi intéressantes. Bien sûr, ce qui est sûr, c'est que dans cet univers-là, les gens vont avoir la possibilité de détenir un espace et d'y créer une expérience. Donc, la question, c'est quel type d'expérience on va pouvoir faire. Alors, aujourd'hui, on pense à des trucs qui sont les plus évidents, qui sont le bar, les concerts, les spectacles, tout qui est finalement d'amener une forme de divertissement, mais aussi des lieux d'éducation. On commence à peine, je pense, à explorer ça, du musée, etc. En fait, je pense que ce qu'on voit dans d'autres plateformes, on cherche aussi à l'amener, mais on n'a jamais eu une vision exclusive. On ne s'est jamais dit
Live Beyond doit exister de façon défensive face aux autres métaverses. Live Beyond n'est finalement qu'une destination un peu de cet open métaverse et on veut beaucoup participer à cette migration, à ces transitions entre l'ensemble des utilisateurs, entre les différentes plateformes, entre Sandbox, entre Decentraland, entre Star Atlas, etc. et de créer des liens, créer des passerelles. On croit beaucoup à l'interopérabilité, pas nécessairement de l'asset d'un endroit à l'autre, mais de l'expérience avec une forme de utility qui se transfère. Donc, on va avoir, je pense, de plus en plus d'expériences émerger dans une plateforme, par exemple, et que du coup, pourra aussi commencer à avoir une présence dans l'autre. Alors, on est en train de travailler sur le système de la map et notamment sur la navigation. Ce qui est très important pour nous, c'est parce qu'on est quand même dans un jeu avec une forme d'immersion, un peu de fantaisie qu'on veut quand même forte. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait une forme de physicalité. C'est-à-dire que pour aller d'un point A à un point B, il y a un voyage. Alors, il pourrait y avoir des outils pour accélérer ce voyage, mais on n'est pas juste dans de la téléportation, comment dire, qu'il n'y a pas de représentation dans l'espace. Donc, oui, le terrain A est à côté du terrain B, qui est à côté du terrain C. Donc, on va vraiment. Donc, je ne sais pas si ça va se matérialiser par des coordonnées XY ou si c'est XYZ, et c'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. On travaille sur des biomes, on travaille justement sur une approche aussi peut-être un peu plus dans l'espace, avec des couches différentes sur cette planète. Alors, nous, c'est vrai que là-dessus, on est très honnête. Finalement, il y a peu de choses qui sont on-chain. Tout ce qu'on va faire tourner on-chain, c'est ce qui est lié à la détention d'actifs et aux transactions, aux échanges entre les utilisateurs. Mais la logique du jeu, en fait, c'est très simple. Aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas trouvé de techno qui nous permettent de réaliser du gameplay qui est rapide, qui nécessite une quantité de transactions à la minute, voire même à la seconde, et qui permettent de tenir sur une chaîne. Donc, finalement, il n'y a pas beaucoup de logique, il n'y a aucune logique du jeu qui est on-chain. Ce qui va compter, c'est dès que j'ai un asset que j'ai fabriqué dans le jeu, par exemple, si je veux lui donner une présence on-chain, alors là, effectivement, j'ai une action, je dois signer, etc. Alors, nous, finalement, on est un free-to-play dans la définition un peu traditionnelle du jeu freemium, c'est-à-dire l'accès est gratuit, c'est vraiment pour améliorer son expérience qu'on va dépenser de l'argent. La seule différence, c'est que dans le free-to-play traditionnel, on passe par de la microtransaction. Donc, j'achète un petit pack ou j'achète un booster. Là où nous, on met plutôt l'accent sur des actifs de qualité, mais qui, une fois de plus, ne sont pas obligatoires à acheter et qu'on peut obtenir autrement en jouant. Donc, typiquement, plus je joue et plus je peux fournir mes services à d'autres joueurs, je peux être payé au bout d'un moment, avec ces tokens, je peux acheter d'autres actifs dans le jeu. Donc, on est vraiment dans... Il n'y a pas de gating, il n'y a pas d'impossibilité de jouer si je n'ai pas de NFT. Mais inévitablement, au cours de l'expérience, on se retrouve à accumuler du token ERC20 et des NFT progressivement. Ah oui, bien sûr, ils font un wallet. Je suis passé un peu vite, mais on a fait notre premier airdrop il y a... il faudrait que Jérôme, il saurait mieux que moi, parce que c'est Comet qui nous a accompagnés là-dessus, mais 5 semaines, et on a droppé plus d'1 million de NFT. Donc ça a été une performance que Comet a très très bien exécutée pour y arriver. Ça a été assez sportif. Et donc c'était aussi une façon vraiment à la fois d'affirmer cette volonté de donner accès à tout le monde sans nécessité d'investissement au démarrage. Et puis, ça a été aussi un moyen pour nous d'éduquer une communauté qui n'est pas encore les gamers un peu plus core, qui ne sont pas encore prêts, à qui manquait encore beaucoup de connaissances là-dessus. Ça n'a pas été tout très facile, mais on y arrive. Alors aujourd'hui, j'ai plein de métriques différents. J'ai pas aujourd'hui toujours la capacité de les connecter.
c'est vrai, on se pose nous-mêmes cette question. Je sais que j'ai 1 million de détenteurs de NFT. Enfin, en tout cas, j'ai 1 million de wallets si je regarde sur la chain qui détiennent des NFT. J'ai 50 000 personnes sur Discord. J'en ai 16 000 sur Twitter. Donc maintenant, la question, c'est où est la vérité là-dedans où sont ces gens? Combien de wallets sont associés à une seule personne? Et donc, on force un peu plus un process de KYC désormais. Alors, j'appelle ça KYC, mais c'est plutôt un système d'authentification pour commencer à qualifier un peu plus cette audience. Parce que mine de rien, on a besoin, nous, de ça, si on veut aussi la personnaliser, améliorer l'expérience au final. Donc, on revient un peu, on met un peu de Web 2 quand même à travers ce qu'on fait. Oui, alors, par wallet, il y a des règles qui ont été définies, des règles d'IP, etc. Maintenant, combien de personnes on peut avoir peuvent être derrière plusieurs wallets? Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque comme information. Alors, on a déjà un système d'anti-cheat parce que, bien sûr, mais ça, je dirais à la fois, il y a quand même des sujets qui sont assez bien maîtrisés sur des jeux AAA depuis longtemps, avec des services qui existent. Il y a un service d'Epic Games, par exemple, qui est utilisé sur Fortnite et sur un paquet d'autres jeux. Mais bien sûr, on fait d'autant plus attention à avoir toute la logique qui est quand même server-side et pas client, parce que, bien sûr, les enjeux sont plus importants derrière. Il va falloir que je donne le micro à Seb. C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir exactement la réponse encore, mais c'est pas tellement pour moi c'est pas lié à la blockchain. C'est pas lié au modèle NFT. C'est plus que dans ces expériences-là, où bien entendu, il y a du grind et du farming, comme dans tous ces, il faut accumuler des ressources pour en crafter d'autres. Même s'il n'y avait pas de NFT dans la vision, de toute façon, j'aurais un passage par ces mécaniques. Donc, travailler sur le gameplay. Nous, en fait, la façon dont on aime bien souvent résumer le jeu qu'on fait, c'est que finalement, c'est 10 jeux dans un jeu. C'est-à-dire chaque métier dont je parle représente un gameplay. Et ces 10 jeux sont connectés par cette boucle sociale et cette boucle économique. Et donc là, on a un vrai challenge, nous, et c'est pour ça qu'on a ces phases d'alpha aussi, pour s'assurer que systématiquement, on a un gameplay qui soit engageant pour chacun de ces piliers. Donc ça, c'est clairement un challenge. Et je pense que ce qui est vraiment important, c'est une fois de plus de ne pas gater l'expérience, c'est-à-dire de ne pas la designer à dessein, ce qu'on fait souvent en free-to-play, pour qu'il y ait des barrières un peu insurmontables de progression. Donc ça, c'est l'élément. Et l'autre élément qui est très important, c'est qu'on n'a pas de PVP, pas de joueur contre joueur. Donc, il n'y a pas vraiment de démarche compétitive. Et donc, il n'y a pas de risque de ce qu'on appelle de pay to win, où d'un coup, celui qui a un super équipement, il est meilleur que moi, alors que moi, je n'ai pas cet équipement-là, parce qu'en fait, il n'y a pas d'expérience adversariale. Ah, si, j'ai perdu à peu près 60% de mes potes, mais j'ai envie de dire tant pis pour eux. Et Sébastien et moi, on était à une conférence il y a quelques temps où on s'est bien amusé et on a boxé avec quelqu'un sur un ring, mais on prend l'habitude. Et en fait, je vais te dire, j'en rigole beaucoup parce que j'ai vécu ça il y a 10 ans quand j'ai commencé à faire du free-to-play dans le jeu vidéo. Et en fait, c'est exactement le même film. C'est-à-dire, il y a 10 ans, quand on disait on va faire des jeux gratuits avec de l'in-app purchase ou de l'in-game transaction, chez Ubisoft, tout le monde m'attendait avec des tomates un peu partout. Et puis, il a fallu League of Legends, Clash of Clans, qui sont en fait devenus des très très bons jeux et qui ont finalement réconcilié tout le monde sur le fait qu'on n'a rien à faire du business model de ces jeux-là. Ce qui comptait, c'est que c'était des super jeux. C'est un peu notre approche. Ce qu'on veut avant tout, c'est faire un très bon jeu, peu importe le business model, et que les gens viennent y jouer parce qu'il est fun et pas parce qu'il y a des NFT.
En revanche, là où moi je suis vraiment convaincu, et j'adore bien sûr l'anecdote de Vitalik en permanence, qui est que c'est quand on lui a nerfé son personnage dans World of Warcraft que ça lui a inspiré le désir de décentralisation. Pour moi, c'est important, moi qui ai évolué dans cet écosystème depuis plus de 20 ans maintenant, de véritablement redistribuer cette valeur et de permettre aux joueurs de valoriser le temps, qui est la ressource la plus précieuse, valoriser le temps qu'ils passent dans un univers, pas nécessairement pour gagner de l'argent d'ailleurs, mais pour être propriétaire de l'expérience qu'ils ont développée. Qu'ils veulent la prêter, la louer, la vendre, c'est leur choix. Mais le fait que ce n'était pas mon choix jusqu'à présent, moi, c'est ça que je veux plus dans ces expériences. Non, absolument. Moi, de toute façon, en fait, ce qui m'a un peu fait voir la lumière à l'époque, et d'ailleurs, quand j'ai vu la lumière, j'ai appelé Sébastien. Donc, à l'époque, j'avais rencontré Sébastien, on était encore très Web 2 sur Live Beyond. J'avais bien sûr entendu parler des NFT, je regardais tout ça, mais c'est le jour où j'ai découvert la composabilité des smart contracts que tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. N'importe qui va pouvoir développer, étendre l'expérience sans me demander mon avis et donc entreprendre, amener des services, du contenu supplémentaire. Donc maintenant, il faut qu'on aille plus loin parce qu'on a quand même cette barrière qui est le moteur du jeu, l'accès et vraiment pouvoir modifier un peu le code. Et on a absolument envie de faire ça. Et ce qui est génial, c'est que pendant que nous, on avance et que la blockchain favorise déjà l'émergence de services autour, en fait, il y a pas mal de boîtes aujourd'hui qui construisent des techs et des middleware pour faciliter ça dans le futur. Et donc, je pense que le jour où on sera prêt, ce qui va nous prendre encore 2-3 ans, je pense, les technos seront plus matures et vont nous permettre vraiment de complètement lâcher le contrôle. Ça, c'est un peu mon fantasme. J'espère que ça arrivera. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir de parler pour la première fois à la communauté d'Ethereum France. Désolé, je vais essayer d'éviter tous mes anglicismes. J'ai plutôt l'habitude de parler en anglais généralement. C'est un honneur et un peu l'impression qu'on m'a mis la pression parce qu'à chaque fois, j'appelle Sébastien. Donc, je vais faire de mon mieux pour faire honneur un peu à cette confiance qui m'a été accordée jusqu'à présent et un peu ces premiers pas qu'on a fait, puisqu'on a été parmi les pionniers effectivement dans le domaine du blockchain gaming et des NFT. Alors pour la petite anecdote, on vient tout juste de célébrer les 400 membres dans la Blockchain Game Alliance aussi, dont je suis le président. En plus d'être le cofondateur et CEO de Sandbox, je m'occupe effectivement de la Blockchain Game Alliance. Donc on est vraiment fiers d'atteindre ce chiffre aussi, puisque ça montre le dynamisme de notre industrie et surtout la volonté croissante d'avoir de plus en plus d'acteurs qui s'intéressent à la blockchain et aux NFT, mais pas que, pour proposer des nouveaux gameplays et poursuivre un peu cette vision de comment on introduit des nouveaux modes de jeu, des nouveaux moyens de se divertir et au-delà. Sans plus tarder, je vais rentrer sur le sujet du métaverse, le métaverse ouvert, et essayer de vous proposer un petit peu la vision que l'on a du métaverse ouvert chez Sandbox. J'ai démarré par une vidéo. Alors, est-ce qu'il y a du son? Yes. Alors, en avant-première, le teaser de la prochaine saison de Sandbox qui arrivera en juillet. Et pas tout à fait finalisé, mais voilà, un petit privilège. Voilà. Alors, petit sondage avant, je passe à la suite. Qui est déjà familier avec Sandbox dans la salle? Waouh. Qui a déjà joué à Sandbox, l'Alpha Season 1, Season 2, un peu plus?
Super. Donc, les saisons, c'est un petit peu le grand moment de célébration dans Sandbox, dans lequel les utilisateurs vont pouvoir se retrouver avec leur avatar pour essayer toutes sortes d'expériences. On va voir bien au-delà du jeu vidéo et compléter des quêtes, des objectifs, des missions et du coup progresser pour gagner à la fin des rewards et notamment des tokens et des NFT. Ce qui transparaît un peu de ce teaser, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'adore, c'est un univers dans lequel va venir se mélanger plein de contenus, plein de marques. Dans la saison 3, on va avoir un peu plus de 100 expériences et une majorité de ces expériences développées directement par la communauté et un grand nombre de studios qui évoluent dans l'écosystème de Sandbox. Et on va retrouver donc des célébrités, des studios de jeux vidéo, des contenus qui proviennent aussi évidemment de l'écosystème Web3 et NFT. Et tout cela va se mélanger pour offrir quelque chose d'assez unique. Et c'est un peu là que vient un peu notre définition du métavers. Pour nous, ça va être vraiment cette myriade, cette multitude de mondes virtuels auxquels les utilisateurs vont pouvoir accéder par le biais d'un avatar. Un avatar, c'est ce personnage en 3D qui devient leur nouvelle identité, leur nouvelle représentation, et par le biais duquel ils vont pouvoir accéder à toutes sortes d'expériences plus sociales, plus créatives, plus immersives. Et alors, à la grande différence de ce qu'on a pu voir, j'ai beaucoup aimé la slide précédente de Benjamin qui retraçait un peu l'historique des mondes virtuels et du jeu vidéo. On n'a rien inventé. Ça fait 25 ans que ça existe déjà. Hein. On a juste mis des ingrédients et des pièces ensemble, avec quand même une particularité, quelque chose qu'on essaye quand même de vraiment pousser, c'est cette notion que votre identité, cet avatar, l'ensemble de vos contenus numériques, qui ça va être votre équipement, vos wearables, vos terrains virtuels, votre maison, et ainsi que votre monnaie, tout cela sont des assets tokenisés sur une blockchain, et du coup, par le biais de votre wallet, vous allez pouvoir les transférer vers d'autres applications, vers d'autres mondes virtuels, tout cela sans avoir à demander la permission d'un ou des mondes virtuels ou plateformes dans lesquels ces contenus ont été obtenus ou créés initialement, ce qui va permettre justement de vraiment avoir une liberté totale, à la fois économique et de possibilités, qui va donner naissance à ce concept de métaverse. Donc, pour petite mise au point, le métaverse, c'est un terme qui existe, qui est apparu depuis la littérature et la science-fiction, notamment avec un livre rédigé par Neil Stephenson qui s'appelle Snow Crash, et qui a été rendu populaire avec un film Ready Player One, que vous avez sûrement tous entendu parler si ce n'est vu, et qui est un terme qui a pris de l'ampleur avec, notamment en octobre 2021, le fait que Facebook se soit renommé en Meta. Mais ne vous y trompez pas, ni Roblox, ni Second Life, ni Fortnite, ni Meta ne sont des métaverses tant qu'ils ne permettront pas aux utilisateurs de sortir leur contenu, sortir leur identité et les utiliser comme bon leur semble d'un monde virtuel à un autre. Alors voilà, le métaverse c'est bien beau, mais au tout début c'est tout vide. Il n'y a strictement rien, il faut le construire. Il faut le construire en termes de contenu, en termes d'expérience. Et c'est pour ça que on dit que le métaverse va principalement être user-generated content, créé par les utilisateurs eux-mêmes. Et pour que les utilisateurs puissent réussir à créer des contenus, il faut leur fournir des outils de création. Donc on leur apporter des outils de création que l'on veut, en tout cas dans Sandbox, le plus accessible possible. C'est pour ça qu'on a un éditeur en 3D qui s'appelle VoxEdit, qui permet en fait de créer des contenus et de les animer avec des voxels, des sortes de pixels 3D, des cubes. C'est comme des Lego numériques. La particularité, c'est que esthétiquement, c'est sympathique, ça peut scaler en résolution, donc on peut avoir différents niveaux de détails, mais surtout c'est très simple, parce que tout comme les Lego, en fait, vous ouvrez la boîte et vous n'avez même pas besoin de lire le manuel d'utilisation pour savoir vous servir de Lego. Et donc pareil, dans le métaverse, quiconque peut devenir un créateur, vraiment quiconque. Je peux vous challenger en quelques minutes, en quelques heures, chacun d'entre vous va réussir à créer un modèle en 3D et pourra apporter du contenu. La deuxième chose, ça va être le Game Maker, l'outil qui permet de faire des expériences, qui lui aussi se veut aussi accessible avec une absence de langage de programmation. On parle de no-code pour que, de la même manière, il n'y ait pas de barrière à l'entrée pour la création.
En plus de l'user-generated content, on va amener de la culture dans le métaverse, en fait, puisque sinon, c'est aussi un terrain vierge, un terrain sans histoire. Donc cette culture, elle provient un peu des éléments du monde réel, et notamment des marques, des licences, des IP, mais pas que. Et donc en amenant des marques qui vont représenter ce petit 1% du contenu, des marques qui proviennent, alors, pour Sandbox, principalement du divertissement, de l'entertainment, avec des licences comme Walking Dead, Adidas, Atari, Ubisoft, Warner Music, des artistes musicaux, Snoop Dogg, Steve Aoki, mais aussi de la mode, du luxe, de l'architecture, de la littérature, des médias, et j'en passe. On va apporter de l'histoire, des contenus avec lesquels nous sommes déjà familiers, puisqu'on les côtoie au quotidien dans le monde réel, et ça va créer une sorte de pont virtuel entre notre existence virtuelle dans le métaverse et notre existence physique dans le monde réel. On va aller un peu plus loin que créer ce pont virtuel. On va vous permettre, chacune des marques, quand elle entre dans Sandbox, elle a un terrain, on va y venir, mais elle a surtout des contenus, des NFT, des assets digitaux qu'elle va mettre à disposition des utilisateurs pour que ces utilisateurs puissent les utiliser via le Game Maker, remixer plusieurs contenus de marque ainsi que des contenus faits par les utilisateurs, les placer dans une expérience et publier sur son propre land cette expérience pour la rendre accessible à tous. C'est-à-dire, en fait, finalement, un petit peu le rêve, créer ses propres jeux vidéo, créer ses propres expériences avec des contenus de nos marques favorites et les rendre accessibles aux joueurs, les monétiser, etc. Donc, vous l'aurez compris, les expériences dans le métavers sont vraiment user-centric et surtout autour d'un avatar, ce personnage 3D. Ce sont des expériences d'un type nouveau, puisqu'à la base, et c'est ça que je trouve révolutionnaire, elles tournent autour quand même de la notion d'identité digitale et du fait que tous les utilisateurs vont posséder leurs assets, un peu la brique de départ dans ce Lego, cet écosystème digital. Le fait que les utilisateurs vont pouvoir ensuite construire seuls ou ensemble, jouer, seuls ou à plusieurs. L'idée, ça serait qu'ils jouent toujours à plusieurs, que le métavers soit très multijoueur, faire des rencontres et potentiellement transformer leur temps en une source de revenus, puisqu'on en revient aussi à cette notion que qu'est-ce qui est valorisable, en fait, c'est surtout le contenu et le temps des utilisateurs. Donc, on utilise une technologie qui est la blockchain. On a construit, quand on a démarré Sandbox en 2018, on a construit sur Ethereum au départ. On a été l'un des premiers contributeurs du standard ERC 1155. Et on est dans le processus de migrer tous les contenus vers Polygon. D'ailleurs, on vient juste d'annoncer il y a quelques minutes que le land, et ça y est bridgé vers Polygon. Donc, on va mettre en place aussi tout un système d'incentive et de reward pour tous les utilisateurs qui migreront leur land. Et derrière, va naître dans ce métavers, cet écosystème ouvert, toute une économie numérique avec des métiers, des nouveaux métiers. Alors, j'avais pas le chiffre de 85% des métiers n'existent pas, mais existeront en 2030. Mais ça fait quand même quelques temps que je prône cette notion que le métaverse va créer des millions d'emplois, une économie complète basée sur les NFT, ces assets de valeur, et même potentiellement de la gouvernance, puisque nous sommes dans une économie dans laquelle les utilisateurs détiennent les assets et donc vont participer aux décisions futures de ce monde par ce biais-là. Qu'est-ce qu'un land ? Alors, petit sondage, qui a un land dans la salle ? Peut-être nous aurons un premier utilisateur qui aura un land ce soir, si je fais bien mon travail. Donc, qu'est-ce qu'un land ? En fait, un land, c'est un espace, un terrain virtuel dans lequel vous allez pouvoir publier vos expériences et les rendre accessibles aux autres utilisateurs. C'est un NFT, il vous appartient, il a une certaine taille, assez grande d'ailleurs, et il va vous permettre derrière aussi, si vous décidez de ne pas créer vous-même, de le louer. Donc il y a plusieurs possibilités déjà qui s'offrent à vous de manière économique en possédant un land. L'utilité d'un land, je pense que elle est très simple, tout le monde peut la comprendre, elle est assez similaire à celle du monde réel. C'est donc une catégorie de NFT qui naturellement, en général, on va acquérir un land, on va le garder longtemps. L'intention, c'est pas de se mettre à trader des lands en permanence comme on peut trader des collectibles, des images ou des profile pictures, parce que derrière, on a un projet. Quand on va rentrer dans le métaverse, un projet de développer une expérience, faire un jeu ou quelque chose d'autre,
Et donc, on va s'investir en général, dédier du temps, voire potentiellement de l'investissement pour développer ce projet. Donc, on a dans Sandbox un terrain, une map de 166 464 landes au total. On en a vendu à peu près 70% à ce jour. Et la première chose, en fait, que l'on perçoit par le biais de cette map, ça va être le renforcement de la notion de la propriété par le biais de pouvoir mettre son logo. On peut désormais mettre son logo d'ailleurs sur toutes les tailles de landes, hein, y compris les plus petites unités qu'on appelle les 1 par 1. Et avoir son logo sur une carte, ça a développé une notion derrière communautaire de voisinage, de neighborhood, dans lequel en fait les gens vont vouloir avoir un terrain, être le voisin virtuel d'une communauté qu'ils apprécient, d'être d'une célébrité, d'une IP, etc. Un petit peu à l'instar d'un arrondissement de Paris, d'un quartier de Paris. Donc on va choisir son land aussi un petit peu en fonction de ses goûts, et de là où on sent que la communauté, le voisinage va avoir des projets intéressants, que ce soit des expériences, des jeux, des aventures, des concerts virtuels, des musées, des galeries d'art, et j'en passe. Et donc, ce qui est aussi intéressant dans cette map de Sandbox, c'est qu'on va retrouver un peu plus de 300 IP et communautés importantes, et avec une notion vraiment de culture globale. Donc on a prioritisé l'entertainment, mais on ne s'est pas concentré uniquement sur des marques qui vont provenir que des marques françaises ou des marques américaines. On a tout autant de contenus qui proviennent du Japon, de Corée ou de Hong Kong, typiquement. Et on va continuer à développer cette notion d'avoir le plus de marques au plus proche de chaque utilisateur, peu importe leur région du monde, que ce soit en Turquie, que ce soit à Dubaï, que ce soit en Inde, avec des marques et des célébrités locales de Bollywood, du Brésil et ainsi de suite, pour que finalement, peu importe où vous soyez dans le monde, vous ayez quelque chose qui vous attire dans le métaverse, votre prochain voisin virtuel éventuellement, quelque chose qui vous... toujours pour que vous ayez cette notion de le métaverse, c'est quelque chose d'accessible pour moi et j'en suis proche. On va aussi retrouver énormément de communautés Web3. Donc, voilà, petit sondage à nouveau. Qui détient des NFT de type Profile Picture Collection dans la salle? Voilà, pas mal. Quelles sont un peu les collections les plus populaires? Il y a les Bored Ape, puis il y a les Doodle, il y a les World of Women, les Azuki, Moonbirds, etc. En fait, chaque communauté est basée sur un principe suivant qui est une collection de, alors très généralement, 10 000 personnages, chacun unique, générés procéduralement. À la base, quand vous détenez un de ces personnages, c'est juste une image, la plupart du temps statique. Vous ne pouvez pas en faire grand-chose, à part être fier de posséder certains traits qui vont être plus rares que d'autres. Là où Sandbox vient apporter de la valeur à ces communautés, en fait, ça va être déjà de pouvoir leur permettre de se retrouver dans un certain voisinage et d'utiliser les possibilités créatives du game maker pour développer des histoires, des environnements, donner vie à ces collections sous la forme d'un monde virtuel 3D. On travaille aussi sur ce qui est l'interopérabilité, c'est-à-dire que permettre aux NFT qui n'ont pas été créés dans Sandbox, et ça c'est vraiment quelque chose de très nouveau, qu'on ne va pas retrouver dans les autres mondes virtuels, permettre aux utilisateurs d'importer, entre guillemets, en fait, on détecte dans le wallet de l'utilisateur qu'il possède un NFT de telle ou telle collection, et grâce à nos outils, on aura déjà généré une représentation 3D équivalente, ce qui va permettre aux utilisateurs du coup de jouer avec ce NFT qui soudainement devient un personnage 3D qui va faire plus de 70 actions, sauter, danser, s'animer, combattre, courir et j'en passe. Et du coup, ça vous permet de vous retrouver entre membres de la communauté dans ce monde 3D, d'interagir. Soudainement, votre NFT a de multiples nouvelles utilités, ce qui va leur permettre, a priori, de vous amuser avec et potentiellement d'avoir aussi un impact sur la valeur de ce NFT. Puisque, en fait, ce NFT devient votre avatar dans le métaverse. En général, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je ne vends pas mon avatar. C'est ma nouvelle identité. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans une collection de NFT où il y a de plus en plus de détenteurs
qui gardent leurs NFT au lieu de les vendre, alors que de l'autre côté, il y a de plus en plus de demandes parce que c'est super cool de pouvoir jouer avec le personnage en 3D. Et ça crée une certaine pression sur le prix qui est censé supporter le floor price, qui est un élément auquel les communautés s'intéressent le plus souvent. Et donc, pour résumer, c'est un petit peu ce qu'on envisage. Pour nous, le futur du gaming va être indissociable de cette notion de pouvoir participer, notamment à la création de niveaux, à la création de contenu, que ce soit donc dans des mondes 3D, que ce soit dans la création des assets, des avatars, à collectionner ces contenus, à pouvoir posséder l'ensemble de ces assets et les utiliser même pour gouverner ou monétiser. Donc en fait, transformer le temps que vous allez dédier dans ces jeux, dans ces expériences, soit en tant que créateur, soit en tant qu'utilisateur, puisque oui, passer du temps dans un monde virtuel, ça apporte de la vie, ça apporte de la différenciation, c'est valorisable. Et du coup, cette valeur, en fait, au lieu d'être capturée par la plateforme ou le monde virtuel qui héberge ces expériences, elle doit vous retourner avant tout aux utilisateurs qui contribuent au développement de ce monde virtuel. La deuxième chose qu'on souhaite mettre en avant énormément dans le métavers, ça va être cette notion que le métavers, c'est avant tout un espace de créativité et d'imagination. On ne veut pas réinventer ou reproduire ce qu'on a déjà vu auparavant. C'est-à-dire un monde assez... je ne sais pas qui d'entre vous a déjà joué au Second Monde de Canal+, l'un des tout premiers mondes virtuels. Ah, pas mal, une personne. Qui a déjà joué à Second Life et qui s'est vraiment amusé dans Second Life. Voilà. Qui est retourné plus de 2 fois dans Second Life. Voilà, c'était très peu. Certes, vous étiez courageux, vous aviez vraiment la motivation pour. Parce qu'en fait, c'était une reproduction du monde réel, donc rien de très excitant, aucune créativité. Et 2, il n'y a aucune proposition de valeur originale à vouloir aller vers un bâtiment qui reproduit, un magasin virtuel, une banque virtuelle, pour y rencontrer malheureusement très souvent personne en plus. Donc pour combler le tout, c'est un monde vide et ennuyeux. Pas top. Donc c'est un peu pour ça qu'on passe beaucoup de temps à cette attention du détail en Sandbox. Donc comment on va rendre ce monde virtuel, on va essayer en tout cas, c'est un peu notre mission, beaucoup plus excitant, beaucoup plus créatif, jamais vide. Et vous allez pouvoir faire des rencontres incroyables et voir des expériences d'un type assez nouvelles parce qu'elles ne sont pas forcément seulement focus sur de la monétisation ou de la hyper-optimisation des KPI, comme on a pu le voir pendant 10 ans dans le mobile free-to-play, qui fait que la diversité créative, l'originalité des jeux est en train d'être largement réduite. C'est pas par hasard que le top grossing sur les App Store, c'est toujours des jeux de matching, de fighting, de PVP, etc. Parce que c'est juste des petites itérations. Donc un point très important, c'est l'avatar, c'est votre nouvelle représentation, votre nouvelle identité digitale. Donc là, pareil, on va pas vous forcer à être quelqu'un d'autre. Vous pouvez tout à fait créer votre double virtuel si ça vous amuse, mais on va vous donner aussi, et ça c'est assez nouveau, une option d'être quelqu'un d'autre complètement, d'être un peu plus imaginatif, un peu plus créatif, une créature, une personne non humaine, voire un NFT unique, comme par exemple ce Snoop Dogg dans un costume Gucci. Il n'en existe qu'un au monde, ce qui fait qu'aussi cette identité, elle vous est propre. Un peu comme vous avez un wallet avec une adresse unique, un ENS unique, vous avez un avatar unique aussi qui est un NFT. Et cette identité, on veut que vous puissiez l'utiliser d'un monde virtuel à un autre grâce à ce qui s'appelle l'interopérabilité. On a beaucoup parlé d'interopérabilité, il y a des standards qui essaient de se mettre en place par rapport au format, mais pas suffisamment, notamment la notion de cette identité, pouvoir transférer votre réputation, votre progression et ainsi de suite. C'est un sujet encore très largement méconnu des acteurs du Web 2 et sur lequel Sandbox et un certain nombre d'acteurs du Web 3, eux, se positionnent. Une petite démo, l'un des premiers projets d'interopérabilité qu'on a introduit. Alors pour nous, c'est un projet important parce que c'est World of Women. World of Women, c'est une collection pareil de 10 000 avatars. Comme son nom l'indique, ce sont des femmes. Et ça aussi, c'était un peu symbolique parce qu'on voulait qu'il y ait plus de représentation féminine dans le Web3 et dans le métaverse, plus d'équité entre les genres et même de diversité. Donc ça a été la première collection qu'on a choisi d'intégrer.
Voilà, donc on va pouvoir avoir toutes sortes d'activités, du jeu mais pas que, des concerts virtuels, des défilés de mode. On fait beaucoup de compétitions de type Game Jam, ce qui fait que les joueurs inventent en permanence des expériences complètement nouvelles dans le métaverse. Même nous, chaque matin, je me réveille et je fais waouh, comment ils ont fait, comment ils ont réussi à faire ça avec nos outils, ce type d'expérience. Et à terme, je pense que d'ici 5 à 10 ans, nous allons pouvoir effectivement voir l'ensemble des activités du monde réel, que ce soit le shopping, le commerce, le travail, le dating, et toutes sortes d'interactions, le sport, le jeu vidéo, la mode, se retrouver complètement dans le métaverse, dans une forme qui, je l'espère, sera améliorée grâce aux bénéfices de la technologie. Alors je vais bientôt terminer, parce que ça commence à se faire tard, je pense que vous avez tous faim. Un petit aperçu de quelques créations faites par la communauté lors de nos Game Jam. Donc chacune, ça a été elles ont gagné des prix par rapport à l'originalité des gameplays, la caméra, l'usage même de NFT d'une manière assez originale. Certaines sont des merveilles d'architecture. Je crois que la 8e merveille du monde existera dans le métaverse et dépassera les limites de la physique. Voilà. Et donc on soutient par le biais du GMF l'ensemble des créateurs. Donc si vous avez des projets, des idées, n'hésitez pas. Je vais venir juste dire voilà quels sont un peu les métiers qu'on va pouvoir retrouver grâce à cet écosystème ouvert qui s'est bâti uniquement sur la notion de land, de digital assets, de jeux et d'avatar. Les outils, les métiers de création, notamment création d'expériences sur des lands, création même de maisons virtuelles, des architectes, de game design, de fashion design, des métiers liés à tout ce qui va être la discovery, la découverte du contenu et la curation du contenu, que ce soit être un tour guide, que ce soit trouver les meilleurs NFT ou expériences de créateurs pour vous faire gagner du temps, que ce soit vous aider à trouver les meilleures lands de la map pour vous aider à les acheter, ou organiser des activités telles que des événements, des mariages, du coaching, et enfin jouer aussi. Ça, je pense que c'est la perspective la plus excitante, finalement, de se dire que tout le monde peut gagner un petit quelque chose, que ce soit de l'argent de poche, voire un salaire complet en fonction du temps que vous allez y accorder, à jouer ou à s'éduquer ou à travailler, etc., en fonction des expériences qu'on va retrouver. Et tout cela n'est possible que si on réussit à développer un écosystème derrière un peu partout dans le monde qui va venir bâtir ces expériences. Et donc c'est ce qu'on retrouve dans Sandbox. On a désormais un peu plus une centaine de studios de par le monde et des milliers de créateurs qui font des contenus. Ce sont des studios qui ont démarré, ils étaient au tout début une seule personne, assez passionnée, et au fur et à mesure, ils ont pu développer leur talent, se mettre à recruter avec notre aide, et maintenant ce sont des boîtes, des startups de 20, 30 personnes, parfois plus, qui travaillent avec les plus grandes marques du monde pour créer toutes ces expériences et ces contenus. Voilà, donc notre idée, ça va être de continuer à supporter cet écosystème, continuer à supporter la diversité et faire naître des opportunités nouvelles pour tous par le biais du métaverse. Et hop, je vais passer cette partie de la présentation et vous inviter à votre tour. Bon, du coup, je vais inviter personne parce que tout à l'heure, au sondage, tout le monde a déjà joué à Sandbox. Mais je vous remercie de m'avoir écouté et je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Merci. Ah si, une question au fond. Et la réponse est aussi triviale. Le prix ne change jamais. C'est 1011 sands. C'est le prix du 1 par 1. Quand nous, on le vend en primaire, donc il en reste encore 30% comme ça qui vont être vendus,
Après, sur le secondaire, ça va varier entre 4 000 et 10 000 dollars en fonction des lieux. Alors, les conditions pour acheter un terrain en primaire, ça a été très souvent tous les mois, tous les 3 mois, on développe une nouvelle région, un nouveau voisinage sur la map. On met à disposition entre 500 et 1000 terrains autour de quelques marques. Et donc, en fait, c'était très souvent le premier arrivé, le premier servi pour avoir un terrain. On a mis en place plein de mesures de protection pour que les bots ne s'y attaquent pas. Il y avait des captcha, il y avait des systèmes dynamiques qui changeaient en permanence les clés derrière, etc. Mais ça ne suffisait pas. Donc là, on est en train de maintenant que les lands sont migrés sur le L2 complètement, on est en train de retravailler ce système. On va sûrement l'introduire, je pense, vers la fin de l'été et proposer une land sale qui va être la plus équitable possible pour maximiser les chances. Donc il y aura un peu comme pour participer aux collections de PFP, etc. Donc il y aura des whitelists, il y aura des caps de minting. Vous ne saurez peut-être même pas à l'avance le terrain que vous aurez désormais, ça on va peut-être changer. Et surtout cette volonté qu'un terrain égale un owner pour continuer à pousser cette idée que Sandbox, qui a déjà un peu plus de 21 500 landowners, continue d'être le métaverse le plus décentralisé en termes de ownership. Tout est off-chain. En fait, Sandbox, donc, c'est décentralisé par rapport à l'économie et aux assets. Les règles de jeu sont off-chain et il n'y a pas de... Et le multiplayer aussi. Alors pas du tout, vous pouvez tout faire dans Sandbox sans faire un quelconque achat, et même on a plein de personnes qui jouaient et qui ont gagné 1100 ou plus à chaque saison sans avoir acheté quoi que ce soit. Ça aussi, on est très attaché à cela. L'achat du land, c'est plus un prérequis au moment où vous allez vouloir publier une expérience. Vous pouvez créer avec les outils pareils sans aucun achat. Au moment où vous allez pouvoir publier cette expérience pour la rendre accessible à d'autres sur la map, c'est là où vous aurez effectivement besoin d'un land. Non, a priori, puisque du coup, vous n'êtes pas obligé. Il n'y a vraiment aucun achat forcé. Ça peut être un frein par rapport au nombre de créateurs, mais pour l'instant, visiblement, ça ne l'est pas. Je pense que les créateurs ont aussi compris la proposition de valeur qui est que y a un nombre limité d'expériences, elles vont être plus qualitatives et le choix de la localisation et le fait d'être en voisinage, c'est quelque chose de très différent par rapport à ce qu'ils vont retrouver dans les App Store, Steam, etc. où ils sont tous les jours, il y a des milliers, voire des centaines de milliers d'applications qui sont ajoutées en permanence et ça crée une espèce de long tail permanente en termes de contenu. Alors, toujours des raisons historiques en général. Quand on a démarré en 2018, pourquoi on a pris Ethereum et pas Tron et pas EOS, etc. Alors avec le recul, je pense que c'était pas un mauvais choix. Hein. Et parce que c'est l'écosystème avec le plus grand nombre de développeurs, le plus mature, le plus battle-tested. Pareil, quand est venu pour nous, il y a un peu plus d'1 an et demi, le moment de choisir notre sidechain ou notre layer 2, on a regardé à peu près tout ce qu'il y avait de disponible. Tezos, Flow, Solana, ImmutableX et Polygon. Et en fait, il n'y avait que Polygon qui était à peu près en production avec des jeux live.
Tous nous promettaient la lune, mais il n'y avait aucun écosystème derrière de marketplace, donc pas beaucoup de liquidité pour la discovery et la revente des NFT. Pas de solution de DEX pour faciliter le swap des currencies. Et en fait, même la complexité des smart contracts de Sandbox, et notamment l'IRC 1155, qui n'était pas supporté, voire pire, certaines blockchains ne supportaient même pas encore le cœur pour faire des NFT. Donc sur le papier, c'était intéressant, mais ils allaient devoir encore développer 6 mois, 1 an, pour arriver aujourd'hui. Si je vais redémarrer aujourd'hui, la question serait plus dure, parce que ça y est, les écosystèmes existent, il y a des applications, les NFT sont là, etc. Mais en début 2020, 2021, c'était pas le cas. Oui. La dame. Alors oui, le nombre de landes est vraiment limité. 166 464, c'est écrit dans le smart contract. Le smart contract il est public et auditable. Il a été audité plusieurs fois et il est sur GitHub. Et ce qui est assez intéressant, c'est en fait, les marques, il n'y en a que 300. Les landes, il y en a 166 464, 70% vendus. Seulement, pour l'instant, ce qui tire un peu et ce qui fait parler la presse et ce qui génère l'attention du public, effectivement, c'est pas encore le land de Sébastien, ou de Monsieur X ou Y, c'est quand même le fait que tu es un Walking Dead ou un Carrefour ou un AXA qui rentre. Mais à terme, je pense que va naître toute une génération de créateurs qui auront des titres à succès, comme on a pu voir sur Roblox des nouveaux jeux cartonnés, et qui seront directement dans Sandbox. Ouais, au fond. Il y a plusieurs raisons au choix des voxels. Oui, effectivement, programmatiquement, de scaler du voxel, c'est plus facile que des formes en low poly ou en high resolution. La barrière, on pourrait déjà augmenter la résolution si on le voulait, mais c'est juste qu'il y a un arbitrage à faire entre qualité graphique et performance. Actuellement, plus on va tirer le haut la performance, la qualité graphique, pardon, moins la performance, et en plus multijoueur sera là, et ça tournera sur encore moins de PC et Mac, et sur encore moins de mobiles. Il faut quand même se dire que la plupart des mobiles dans le monde ont encore moins d'1 giga de RAM, ne sont pas capables de faire du rendu de scènes assez complexes, etc. Et donc du coup, pour un métaverse qui se veut être accessible à des millions, voire des centaines de millions d'utilisateurs dans le jeu, un jour, je l'espère, avoir une barrière à l'entrée technique de performance, c'est problématique. Donc toute personne qui va vous vendre une vision d'un métaverse développé sous Unreal de qualité quasiment cinématographique, c'est bien, j'avoue, j'ai du mal à le voir jouable partout, sauf sur une PS5. Deuxième problème, c'est qu'en fait, plus le modèle est compliqué à modeler réalistiquement, et en fait, plus il faut des gens qui ont des skills particulières, et donc du coup savent maîtriser des logiciels particuliers, qui vont travailler dans l'industrie 3D ou du jeu vidéo dans les studios AAA ou dans le cinéma. Chaque modèle prend un temps fou à produire, on parle même plus de quelques minutes, on va parler en jours, en semaines, en mois, ça va coûter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros par modèle à produire. Et encore une fois, très peu de gens vont être capables de le faire. Donc on va voir. Malheureusement, ça ne répond pas à cette logique pour que le métaverse réussisse, il faut qu'on ait des millions de créateurs et qu'il n'y ait strictement aucune barrière à l'entrée. Au contraire, le voxel, c'est simple. Il y a déjà beaucoup de monde qui sait s'en servir grâce à Minecraft. Il y avait déjà des communautés d'artistes existantes. En tour de clic, on arrive à faire des choses assez intéressantes.
à une résolution, et au fur et à mesure, on n'est pas quand même des blocs de Minecraft, on a quand même une certaine finesse graphique qui fait que la représentation, l'esthétique de Sandbox est différenciante de tout ce qui existe sur le marché, et deux, suffisamment réaliste pour qu'on quand même on arrive à s'y attacher, à se projeter avec, et à voir comment elle peut évoluer, et avec différents degrés de niveau de talent. Merci à tous.